Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du block space. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Donc je vais vous parler de technologie, mais on va faire comme d'hab. Je vais vous parler de technologie accessible à tous. Donc logiquement, à la fin de la vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux la vision long terme de Polkadot et comment il travaille par rapport aux autres écosystèmes. Donc je vous parlerai principalement des écosystèmes qui ressemblent à Polkadot, c'est-à-dire je vous parlerai un petit peu de Cosmos et de Ethereum parce que le, le, le grand public crypto a les yeux braqués sur Ethereum, sur leur stratégie actuelle qui est très intéressante. On ne sait pas encore au moment où je vous parle quelle sera la technologie qui sera le plus utilisée, mais Polkadot, eux, ils prennent une position totalement différente pour voir plus loin. Donc je vais vous expliquer pourquoi, comment, vous allez voir, c'est très intéressant, parce que là, on va parler d'avenir, et c'est aussi en se plongeant dans ce genre de technologie qu'on peut détecter quel sera le mouvement de demain. Est-ce que le mouvement de demain, c'est celui de Polkadot, c'est celui de Cosmos ou c'est celui d'Ethereum? On n'en sait rien, on va regarder. Moi, je vais vous présenter la vision de Polkadot, et puis après, vous ferez vos analyses sur les autres blockchains pour savoir si, selon vous, quelle blockchain ou quelle technologie peut avoir un intérêt pour l'avenir, pour le système des blockchains. Donc pour faire ça, c'est simple. J'ai rédigé un article sur polkafrance.fr qui s'appelle le block space, l'avenir de Polkadot. Donc Polkadot, il se dirige vers un système qui est centré sur le block space. Alors le block space, je vais vous expliquer ce que c'est. Juste avant de vous expliquer ce que c'est, je vous explique l'état, un point de vue d'état général. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les blockchains et vers où on se dirige pour ensuite vous parler de ce que c'est le blockchain. Donc là, je vous montre la construction de Polkadot jusqu'à ce jour et des deux autres écosystèmes que j'ai pris en exemple. Alors, c'est pas une fin en soi. J'aurais pu prendre d'autres écosystèmes qui fonctionnent très bien, mais ceux-là, ils sont, je trouve, très représentatifs parce que, ils ressemblent, on parle d'interopérabilité, et deux, on parle aussi de méthode de scalabilité. Donc là, aujourd'hui, ces systèmes-là qui sont interopérables, ça veut dire que avec une blockchain, on peut gérer plein d'autres blockchains. Donc c'est des systèmes qui peuvent communiquer entre eux aussi. Donc c'est par exemple, vous avez deux blockchains qui est issu de la même technologie. Prenons l'exemple qui est à gauche sur Cosmos, par exemple, Osmosis et Cosmos. Ce sont deux blockchains qui utilisent le même moteur. Donc à ce titre, elles sont compatibles. Si on prend l'exemple de Polkadot, on peut prendre par exemple Polkadot et euh, Astar Network. C'est aussi deux blockchains qui ont le même moteur et qui donc à ce titre sont compatibles. L'interopérabilité, c'est ça. C'est des systèmes qui utilisent la même technologie qui par défaut donc sont compatibles. Et puis, d'un point de vue d'Ethereum, on a aussi un écosystème avec Ethereum au milieu qui lui est connecté à d'autres blockchains, mais là, ces autres blockchains, elles sont fortement inspirées des deux systèmes précédents que j'ai expliqués, mais les blockchains qui sont reliés à Ethereum, c'est principalement des blockchains, ce qu'on appelle des layer 2, donc des systèmes qui sont voués à augmenter le débit, augmenter la scalabilité. Donc c'est quand même différent. C'est-à-dire que quand vous avez des systèmes qui sont interopérables, on propose à des porteurs de projets de gérer par eux-mêmes une blockchain par lesquelles ils peuvent mettre les caractéristiques qu'ils ont envie pour les besoins de leur application. Donc ça offre plus de souplesse, plus d'avantages. Et là, dans le cas d'Ethereum, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on a la blockchain Ethereum où les projets vont directement s'impliquer et fonctionner à l'intérieur, utiliser la blockchain Ethereum pour appliquer leurs commandes. Et pour faire fonctionner mieux cette blockchain, il y a des systèmes qui viennent se mettre autour pour leur permettre d'être plus scalables, plus rapides, d'exécuter plus de blocs, etc. Donc pour faire ce que je vous ai dit, les systèmes, donc les trois technologies sont totalement différentes. Elles utilisent des méthodes qui sont différentes et elles ont aussi des objectifs qui sont différents. J'y reviens un petit peu après pour la différence par rapport au block space qui est le sujet, le cœur de la vidéo, puisque c'est ce sur quoi est basé et focus et donc est concentré Polkadot pour l'avenir. Alors juste avant d'y venir, je tiens à vous dire que selon l'article que Robert Habermeyer a fait, donc lui c'est le cofondateur de Polkadot, franchement il est qualitatif.
les travaux qu'il fait sont toujours de très haut niveau. Et ça fait plaisir de voir ça parce que finalement, Gavin Wood, il est brillant, mais c'est pas le seul, parce que lui, il est vraiment de haut niveau. Donc c'est lui qui a fait l'article et c'est sur ce que je vais vous dire là sont basés sur ses travaux. Alors évidemment, toutes les illustrations que j'ai mis, etc., ça c'est moi qui les ai rajoutées pour que ça soit plus clair pour le grand public, parce que c'est quand même pas évident à lire et à transcrire. Donc moi je vous le fais en mode simplifié pour que tout le monde puisse comprendre. Donc ce que je vais vous dire en préambule juste avant de commencer, c'est que d'un point de vue de Polkadot, il précise bien que le but du jeu, c'est que Polkadot vous permet, avec un SDK, de pouvoir déployer une blockchain, mais le but du jeu, c'est pas d'en faire un maximum à l'infini. Bien que théoriquement, dans l'absolu, ça pourrait être possible, mais ils expliquent que ça sert à rien. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit dans le cas d'avant, donc pour le cas d'Ethereum, qui eux ont besoin de vitesse et de scalabilité, ils ont créé des systèmes qui viennent s'articuler autour pour permettre d'exécuter plus de transactions et pour rendre donc les frais moins chers. Donc ils utilisent des systèmes qui sont principalement utilisés lorsque les frais de réseau augmentent très fort, c'est-à-dire lorsqu'il y a une grosse activité. Sauf que, ok, on a des systèmes qui viennent aider la blockchain principale, donc Ethereum, pour pouvoir exécuter plus de transactions lorsqu'il y a le réseau est saturé. Sauf que actuellement, en plus, c'est bien de le dire, puisqu'on est en plein bear market, donc du coup, il y a moins de monde qui utilise les réseaux décentralisés, les blockchains en ce moment. Sauf que comment peuvent-ils gérer lorsqu'il y a une sous-utilisation du réseau ? C'est-à-dire, quand le réseau est très peu utilisé, finalement, ces systèmes-là, ils ont moins lieu d'être. Ils sont toujours utiles, puisqu'il y a quand même des projets qui se sont développés sur Polygon, par exemple, etc. Mais ils sont forcément moins utiles quand il y en a moins besoin. Et tout l'enjeu du block space, c'est ça. C'est, ok, il y a des moments où on va avoir besoin de beaucoup de flux, quand les réseaux sont très utilisés. Et puis il y a des moments où on va devoir avoir besoin de ralentir le débit. Pourquoi ? Parce que finalement, si le débit est toujours le même sur les blockchains, ça veut dire que les validateurs travaillent. Alors ça peut être proof of stake ou proof of work, c'est pareil, c'est-à-dire que les validateurs vont travailler, ils vont devoir émettre de la puissance de calcul, ils vont devoir continuer à calculer, etc. Alors que finalement, il n'y en a plus besoin. Et surtout, les validateurs, même si personne n'utilise le réseau, il faut continuer à les payer. Et c'est ça l'enjeu. Donc il y a un enjeu écologique et il y a aussi un enjeu économique. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a moins d'utilisation sur le réseau et que les blocs fonctionnent toujours de la même manière, de la même taille et du même débit? Alors dans ce cas-là, il y a un grand gâchis énergétique et économique, puisque les validateurs, eux, ils s'en fichent. Il y a un bloc, ils valident le bloc, ils sont rémunérés pour valider un bloc. Donc il y a la surutilisation du réseau, pour ça il y a des systèmes, mais pour la sous-utilisation du réseau, là il n'y a plus de système. Donc c'est aussi bien de voir les choses des deux côtés. Donc maintenant je vais vous parler du block space, pour arriver dans le cœur du sujet, pour vous expliquer ce que c'est le block space. Et cette image-là, elle le résume bien, je trouve. Pourtant, c'est juste un petit dessin. Là, on voit un bloc. C'est-à-dire que quand il y a un bloc, on enregistre plein de données dans un bloc et elles sont validées par les validateurs, inscrites dans la blockchain, dans le registre de la blockchain. Sauf que ce bloc-là, il peut être plus ou moins gros, il peut être à une fréquence plus ou moins rapide, et on peut avoir besoin de remplir le bloc ou de remplir un quart du bloc ou de remplir un dixième du bloc. Pour autant, si on remplit que un dixième du bloc, le bloc est quand même créé, il n'y a quasiment rien dedans, mais il est quand même créé. Et on continue, et on continue, et on continue, c'est ce que je vais vous dire. Donc là, tout l'enjeu, c'est de savoir, il y a des moments où on va avoir besoin d'une surutilisation du réseau, c'est-à-dire d'augmenter les capacités du réseau, et il y a des moments où on va avoir besoin d'adapter le réseau à l'utilisation, pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques, de puissance énergétique et autres. Donc pour ça, Polkadot se focalise sur un système qui s'appelle le block space. Le block space, c'est-à-dire, c'est, comme son nom l'indique, la space, donc l'espace d'un bloc. Donc je vais vous parler d'espace de bloc, comme ça sera plus simple. Donc l'espace du bloc, c'est en gros c'est le contenu d'un bloc. Donc
le contenu d'un bloc, il peut être fixe ou il peut être modulable. Et là, ça dépend des technologies. Alors, presque toutes les technologies, allez, on va dire 99% des technologies, elles sont fixes, c'est-à-dire que vous avez un bloc, c'est toujours le même, peu importe l'utilisation du réseau. Je vous prends le cas, là par exemple, c'est le cas d'Ethereum, où vous avez un bloc, peu importe ce qui va se passer, il y a un bloc, mais pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans le bloc, il y a un concept qui a été créé qui est exceptionnel, c'est le concept du gaz. C'est-à-dire que si plus vous allez vouloir payer de gaz, donc de frais de transaction, plus vous payez de frais de transaction, et plus votre commande va être exécutée la première. Et moins vous payez de frais de transaction, et plus votre transaction va être mise derrière. À tel point que parfois, quand le réseau est très engorgé et que vous mettez les frais au minimum, je pense que tous ceux qui utilisent la blockchain, si vous me suivez, vous utilisez la blockchain, notamment Ethereum, ça a dû vous arriver. Vous mettez les frais faibles et vous vous retrouvez avec une transaction qui est bloquée pendant 24 heures, voire même 48 heures. Et ça, c'est valable aussi sur Bitcoin. Donc eux, sur Ethereum et sur d'autres systèmes, allez, quasiment tous les systèmes, ça fonctionne comme ça. Et donc, ils organisent le contenu du bloc en fonction des frais de transaction qu'il y a à l'intérieur et uniquement en fonction des frais de transaction qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que c'est le concept économique, comme je vous le disais, c'est-à-dire que les validateurs sont rémunérés à la récompense et que donc du coup, plus ils vont recevoir de récompenses, et ben plus ils vont mettre les données pour lesquelles ils ont été payés en premier. C'est logique. Le validateur, lui, qu'est-ce qu'il veut ? C'est être rémunéré un maximum. Et donc, à ce titre, il va mettre les transactions les plus chères dans le bloc, et puis les moins chères, on les prendra quand on aura le temps. En gros, c'est ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien comme ça depuis des années. Et maintenant, il y a une technologie qui continue et qui permet de travailler sur le block space, c'est-à-dire le contenu d'un bloc. Et c'est ce que fait Polkadot. Et donc, du coup, la solution, elle s'inscrit de manière totalement différente à ce qu'on peut voir sur des systèmes comme Cosmos ou Ethereum, puisque là, on travaille sur l'intérieur du bloc, alors que sur les autres systèmes, il travaille différemment, puisque le validateur, lui, il va toujours classer en fonction des frais de transaction. Alors, notons que les systèmes tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui sur la blockchain, ils fonctionnent logiquement, ça, vous devez tous le savoir, mais je vous le répète à titre d'information, ils fonctionnent sous un système qui s'appelle le trilemme des blockchains. Donc c'est un triangle qui explique en gros que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas résoudre les trois paramètres principaux d'une blockchain, c'est-à-dire la décentralisation, la scalabilité et la sécurité. C'est très difficile d'avoir les trois en même temps, et aujourd'hui, on est encore dans une phase où on n'arrive pas à avoir les trois, et que donc du coup, à chaque fois, on peut maximiser deux parties du triangle, mais c'est très difficile d'avoir les trois. Alors, chez Polkadot, au niveau des développeurs, eux, ils se focalisent sur la scalabilité et la sécurité. Et principalement la sécurité, c'est le fer de lance, et c'est là-dessus qu'est très fortement appuyée la blockchain. Mais par contre, sur d'autres systèmes, comme par exemple sur Ethereum, eux, ils vont plutôt maximiser la décentralisation et la sécurité, au dépens de la scalabilité, et c'est pour ça qu'on a des frais de transaction du réseau qui coûtent très cher. Donc, vous voyez, c'est des systèmes qui sont différents et qui ont aussi des philosophies qui sont différentes. Alors pour ça, c'est quand même aussi important de noter que la sécurité, c'est très important parce qu'on a déjà eu dans le passé des gros problèmes de hack. Alors, c'était il y a quand même très longtemps sur Ethereum, mais on en a eu aussi récemment sur l'univers Terra Luna quand ils ont commencé à minter à mort. Là, il y avait des gros risques de hack, et donc du coup, ça veut dire qu'au niveau de la sécurité, ils n'ont pas forcément fait le choix optimal qu'ils ont dû, enfin c'est les validateurs qui avaient dû carrément stopper la blockchain par peur de problèmes de sécurité. Et un problème de sécurité, ça peut coûter des milliards de dollars, et quand je parle de problèmes de sécurité, je pense notamment aux attaques 51%. Donc là, au niveau du block space, au niveau de la caractéristique des block space, il faut noter qu'il y a trois caractéristiques. Cette image, elle est bien parce qu'elle montre bien comment fonctionne un bloc. Donc on voit à l'intérieur du bloc qu'il est plus ou moins rempli. Et on peut le remplir plus ou moins.
Donc on peut classifier les caractéristiques, Polkadot classifie ça sous 3 caractéristiques principales. La première, c'est la qualité qui est égale à la sécurité, parce qu'en fait, elle est déterminée par 2 facteurs. Un, le protocole de consensus. Donc ça, c'est la méthode de stacking. Vous savez, le validateur qui stack les dots et qui valide les transactions du réseau par le système de proof of stake. C'est ça le protocole de consensus qui est utilisé pour sécuriser la puissance. Et là, chez Polkadot, il y a un système qui est spécifique. C'est que, en fait, c'est la chaîne mère. Donc c'est la chaîne mère, la relay chain, c'est le dot qui valide qui gère la sécurité de toutes les autres blockchains. Donc ça, d'un point de vue du grand public, maintenant c'est compris. Et vous verrez que, j'y viendrai après, mais que finalement les systèmes contemporains, les nouvelles blockchains, elles se tournent vers ce type de sécurité maintenant. Pourquoi ? Parce qu'elles ont compris que finalement il y avait un intérêt pour ça. En plus de ça, il y a la disponibilité de l'espace de bloc. Donc c'est ce que je vous disais, ça c'est régi par l'offre et la demande. Si on a besoin d'espace de bloc, tout le monde a besoin d'espace de bloc au même moment, ça va créer un problème. Et donc pour ça, il faudrait imaginer des solutions qui soient ponctuelles, qui soient à un instant T, pour pouvoir absorber toutes les transactions sans avoir un réseau qui reste encombré pendant longtemps. Donc ça, il y a des solutions, je les donnerai à la fin de la vidéo, et qui sont imaginables pour faire ça. Mais de toute façon, de base, il y a quand même d'autres solutions qui viennent juste après, et c'est le chapitre suivant, donc j'y viens aussi. Et au niveau de la flexibilité, les espaces de blocs de Bitcoin et d'Ethereum se basent sur un modèle transactionnel. Donc c'est ce que j'expliquais avant, ça c'est le modèle actuel, c'est-à-dire que vous avez un modèle transactionnel, vous avez vos blocs qui fonctionnent, mais ces blocs-là, c'est des blocs qui fonctionnent de manière réactive, c'est un modèle réactif, c'est-à-dire que vous avez un problème, on cherche une solution. Alors qu'il pourrait y avoir des modèles qui sont proactifs, c'est-à-dire on sait qu'on va avoir un problème, on ne l'a pas encore, hein, on sait qu'on va avoir un problème, et donc du coup, on a prévu des étapes pour être prêt avant que le problème n'arrive. Ça s'appelle une méthode proactive, qui est contraire au modèle réactif. C'est-à-dire que quand le problème est là, il faut réagir. Donc pour ça, c'est les 2 modèles dont je suis en train de vous citer. Donc le modèle transactionnel qui est le modèle actuel. Et on a un deuxième modèle qui est nouveau et c'est sur quoi Polkadot est focalisé. C'est le modèle autonome. Alors eux, ils appellent ça autonome et moi j'ai rajouté flexible. Parce que d'un point de vue français, on comprend mieux flexible. C'est un modèle flexible. Donc ça, c'est le nouveau modèle sur lequel ils travaillent. Donc l'espace de bloc hautement flexible se concentre entièrement sur l'exécution, le stockage et la consommation des données. Et je mets l'accent sur la consommation des données parce que c'est ça le cœur du problème. C'est on a des périodes sous régime et on continue à payer très cher des validateurs quand il y a au pire moment, c'est-à-dire au moment où il y a le moins de liquidité sur le marché, et pourtant on continue à payer très cher des validateurs, et ça sur plein de blockchains différents, de différents écosystèmes, alors qu'il pourrait y avoir d'autres solutions. Et là, par contre, là où ça devient un peu spécifique, c'est que parfois, on peut placer les consommateurs au second plan. Je m'explique. Comme je disais au début, le modèle de paiement du gaz, quand vous payez beaucoup de gaz, vous passez devant tout le monde. Et quand vous payez moins de gaz, vous passez après tout le monde. Sauf qu'il y a des cas de figure où il y a des projets qui ont besoin, eux, d'exécuter des commandes et qui sont, si je peux dire, sensibles ou systémiques. Ou s'il y a besoin de faire une mise à jour et que la blockchain elle est encombrée, ça peut poser un problème qui est important. Et donc, du coup, la logique autonome ou flexible, donc avec le block space qui peut être modifié en fonction des acteurs et autres, ben en fait, il n'est pas obligé de passer en fonction du gaz. C'est-à-dire que c'est pas forcément celui qui va avoir besoin de payer le plus cher pour faire passer sa transaction. Effectivement, il passera avant les autres, mais il pourra jamais passer dans des types de commandes qui, eux, peuvent être sensibles ou systémiques. Et là en l'occurrence, dans l'article, ils ont appelé ça à la logique d'application de première classe. Eux, ils appellent ça comme ça. Moi, j'appelle ça systémique ou sensible. Et donc, du coup, on peut dire à un certain moment, l'utilisateur, tout le flux d'utilisateurs va arriver après les commandes de première classe. Et ça, c'est important.
Parce qu'au final, c'est des questions de sécurité. Et donc ces modèles-là, du coup, ils deviennent autonomes ou flexibles. Ou si, par exemple, on sait qu'il va y avoir un gros projet qui veut arriver à un instant T, et on connaît la date, et ben dans ce cas-là, on peut prévoir à l'avance des systèmes et des moyens de pouvoir accumuler et gérer beaucoup de transactions d'un coup. Et ça, ce système-là, il va être flexible, c'est-à-dire que le projet ou les parachains, ou là en l'occurrence c'est les projets, parce que vous allez voir, il y a différents types d'utilisation possibles, peuvent payer pour ça. Et ça, ça change tout. Et ça, aujourd'hui, il y a même des projets qui arrivent sur Ethereum. Et ça, je pense que il y aura une grande valeur pour ces projets-là. Là, je fais une petite dédicace à Madrafray qui sait de quoi je parle. Il y a des projets qui sont très importants et qui peuvent permettre d'apporter de la bande passante. De la bande passante. Et même sur Ethereum, ils peuvent apporter de la bande passante pour un événement précis ou pour un cas de figure ou un moment où il y a beaucoup de monde sur la blockchain. Et ça de manière décentralisée. Donc là, pour ça, je pense qu'il y a aussi un avenir. Et effectivement, le cas des Layer 2, des Rollup, des ZK, etc., Arbitrum, Optimism, Starknet, ZK Sync, etc., tout ça, c'est très bien, mais ça, c'est des systèmes pour augmenter l'échelle, pour augmenter les transactions. Mais en fait, eux, ils vont compiler un grand nombre de transactions pour être validés après dans un bloc. Mais là, c'est différent. Là, on travaille sur le bloc. Vous voyez, la différence, elle est quand même... enfin, c'est un autre concept. C'est un autre concept. Et du coup, tous les systèmes qui sont donc interopérables, où il y a différentes blockchains qui communiquent entre elles, ces systèmes-là, ils sont donc compatibles entre eux, mais ils pourront aussi être compatibles avec d'autres blockchains. Seulement, il faudra faire très attention à ces systèmes-là, parce que dans ces systèmes-là, il peut y avoir des sécurités asymétriques. Par exemple, il peut y avoir deux systèmes avec des niveaux de sécurité différents. Et donc, s'il y a des différents systèmes avec des niveaux de sécurité différents, là, eux, ils ont pris l'exemple d'un restaurateur et ils disent s'ils font un restaurant et ils font un restaurant gastronomique avec des ingrédients de haute qualité, etc., mais que vous mélangez cette grande nourriture avec une petite quantité de déchets, et ben en fait ça peut vous pourrir tout le système. Donc c'est important. En fait, on va devoir veiller à ce que ce type de système, c'est-à-dire ce type de sécurité asymétrique différente, soit bien exécuté. Donc là, quand il y aura des échanges entre différentes blockchains, il va falloir prendre le temps au début. Donc moi, j'ai trouvé une image qui est bien. Je me dis, si vous mangez le soir, vous mangez beaucoup de légumes, mais qu'à côté, vous mangez un burger, bah, en fait, tout ce que vous avez fait en mangeant beaucoup de légumes, bah, en fait, ça va servir à rien puisque vous allez manger un burger derrière. C'est ça le truc. Donc là, il va y avoir un besoin de stabilité. Donc là, il va y avoir un besoin de stabilité, c'est-à-dire un besoin que les systèmes soient stables avec une qualité prévisible et constante. Et une fois que les sécurités seront homogènes, là, on aura plein de systèmes qui vont pouvoir communiquer entre eux et on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'avenir des blockchains. Maintenant, pour revenir aux trois systèmes dont j'avais parlé au début, on voit que aujourd'hui, il y a quand même des écosystèmes, donc les différentes blockchains qui ont émis le besoin et ont reconnu le besoin d'avoir une architecture. Donc l'architecture, c'est le mode de fonctionnement d'une sécurité partagée. Donc là, par exemple, c'est le cas d'Ethereum, c'est aussi le cas de Cosmos. Et ça, que ça soit pour l'une ou pour l'autre, ça, c'est des choses qui sont nouveaux. Alors que sur Polkadot, c'est natif. Donc ça, c'est des choses qui ont été déjà pensées en amont, alors que sur les deux autres, c'est des systèmes qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'être construits en cours de route. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de construire quelque chose en cours de route parce que on peut pas changer tous les paramètres d'une blockchain comme ça aussi facilement que ça. C'est-à-dire le système des gros validateurs qui valident beaucoup de transactions, c'est le cas, qui peuvent poser des problèmes de sécurité. Bah en fait, c'est ça. Et ces systèmes-là, bon, aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont besoin, eux aussi, d'un système de sécurité partagé. Ils ont compris, enfin, et là, on l'a vu aussi avec Ethereum dans leur papier Endgame, où en fait, on voit que c'était un copier-coller de la relay chain avec les. En fait, on voit bien qu'il y a quand même eu une forte inspiration, sans jamais citer, mais c'est pas grave, à la limite, c'est pas grave, c'est quand même une bonne chose
que les systèmes en arrivent à là, puisque c'est un système qui fonctionne bien et qui est extrêmement sécurisé. Et donc, ces anciens systèmes viennent à se mettre à faire une sécurité partagée. C'est-à-dire, je rappelle, c'est quoi une sécurité partagée? C'est que vous avez une blockchain qui s'occupe de la sécurité de toutes les autres blockchains. Donc sur Ethereum, c'est Ethereum qui va s'occuper de la sécurité de toutes ces roll-ups, ces layer 2, etc. Et puis sur Cosmos, vous allez avoir Cosmos qui va gérer la sécurité de ceux qui voudront bien se connecter à leur blockchain. Sur Polkadot, c'est natif. Ça a toujours été le cas, ça a été construit comme ça. Donc le truc, c'est que c'est Robert Hammermeyer qui le dit, moi je ne fais que répéter ce qu'il dit. Il dit que là, il faut faire attention à ces systèmes-là, ces systèmes anciens qui veulent se mettre à faire une sécurité partagée nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez bien, dans ces anciens systèmes-là, il y a des validateurs particuliers qui constituent un groupe d'intérêt. Et c'est ce que je vous disais à un moment, c'est-à-dire que quand vous voulez faire du staking sur ces blockchains-là, si vous regardez bien, vous avez des validateurs qui sont extrêmement gros et qui donc maintenant on peut dire qu'ils sont systémiques. Et ces gros validateurs-là, ils valident souvent des blocs. Et sur Bitcoin, c'est pareil, ils valident souvent des blocs. Et comme ils valident souvent des blocs, c'est des validateurs qui sont devenus très gros. Et s'ils sont devenus très gros, eux, ce qu'ils veulent, c'est toujours de la rentabilité. Et donc, du coup, lorsque les projets vont avoir besoin de faire appel à leur block space, c'est-à-dire à leur bande passante, en fait, ils vont devoir payer. Et ça sera toujours au plus offrant. Et c'est logique, c'est une logique économique. Donc, du coup, ça, c'est une barrière à l'entrée entre l'offre et la demande, qui a la conséquence à la fois de réduire la disponibilité et la qualité de l'espace de bloc. Pourquoi? Parce que c'est normal qu'ils vont offrir l'espace du bloc au plus offrant. Et c'est évident. Et le plus offrant, en fait, le projet va devoir payer. Il va peut-être devoir payer plus cher au gros validateur qui lui possède beaucoup de jetons. Et à chaque fois, il va devoir payer de plus en plus cher pour que ces transactions soient prioritaires par rapport à celles des autres. Et ça c'est une structure qui est native sur ces anciennes blockchains-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours le plus gros validateur qui a le plus de chances de valider des blocs. Donc ça crée un système à ce que on choisit toujours le plus gros validateur puisque c'est lui qui valide toujours le plus de blocs, mais ça crée aussi un point de faiblesse dans la blockchain puisque du coup on sait qu'il y a quelques acteurs qui vont valider beaucoup de blocs, un peu le système du 80-20, vous voyez. Et ça, sur Polkadot, c'est une chose qui a été pensée en amont. C'est-à-dire que ça ne pourra pas arriver. Pourquoi? Parce que là, je vous parle de la sécurité partagée sur Polkadot. Si vous regardez, là, c'est moi qui a fait Enfin, je me suis amélioré. Je vous ai fait l'illustration pour que vous compreniez bien le truc en français. Donc là, je vous ai mis vous avez les validateurs en haut. Et les validateurs, si vous voulez, ils ont toujours le même nombre de dots. Donc sur Polkadot, vous n'avez pas des énormes validateurs de ouf qui, eux, ont un point de faiblesse. Ça, non. Ce que je disais dans le trilemme des blockchains, c'est la sécurité qui a été mise en avant sur Polkadot. Et donc, du coup, si vous regardez bien les validateurs, quand vous allez sur polkadotjs.org/apps dans le système menu stacking overview, vous regardez les validateurs ils ont entre 2,2 millions de dots et 2,6 millions de dots. Mais ils n'ont jamais plus. Alors, ils peuvent en avoir plus s'il y a des gigawhales qui mettent des dots et tout. Mais ils valideront pas plus de blocs. Donc, le montant qu'ils vont se partager, ça sera toujours le même. Et forcément, plus il y a de monde qui va venir sur un validateur sur Polkadot, en fait, plus le rendement il va baisser par nature. Puisque s'il y a du monde qui arrive sur un validateur, en fait, la récompense, c'est toujours la même, mais on doit se la diviser en plus de personnes, c'est-à-dire en plus de gens en plus de personnes qui ont nominé leurs dots. Et donc du coup, forcément, il y a un système économique qui dissuade de blinder trop un validateur. Et ça, sur les autres blockchains, c'est pas le cas. Ça fonctionne, le plus gros, il valide, quoi, en gros. Et même sur Bitcoin, c'est comme ça. Donc là, en fait, vous avez ça, et tous ces validateurs-là, qui ont le même pouvoir, mais en fait, il n'y en a pas un qui va prendre le dessus par l'autre, il n'y aura pas de système de faiblesse ou autre. Et ces validateurs-là, déjà, ils ont le même pouvoir, ils ont un système économique qui est stable, et ils n'ont pas le choix
de savoir ce qu'ils vont valider. C'est-à-dire que c'est le protocole qui dit ce que les validateurs vont valider. C'est pas le validateur qui dit moi je choisis ça parce que ça c'est plus rentable. Sur Polkadot ça marche pas comme ça. Sur Polkadot ça marche de la manière que le protocole il vous envoie des données et le validateur il valide les données, il les inscrit dans la blockchain, il finalise le bloc, il finit, etc. Mais il choisit pas ce qu'il va valider. Et ça fait toute la différence au niveau de la sécurité. Et la sécurité, c'est-à-dire ces validateurs-là, ils valident la blockchain mère. Elle est là. Et puis après, derrière, on envoie le block space, on le distille correctement entre les différentes applications en fonction de la demande. Et je répète, c'est en fonction de la demande. Alors que sur des systèmes plus anciens, on a le système transactionnel et on valide des blocs, des blocs, des blocs, des blocs. Alors que là, c'est à la demande. C'est ça qui change tout. Et donc, du coup, ce qui a écrit, les applications et les protocoles décentralisés peuvent fonctionner à moindre coût, donc ça coûtera moins cher pour les utilisateurs ou les détenteurs de jetons en acquérant un espace de bloc à la demande, au lieu d'exécuter une chaîne 24/24, 7 jours sur 7. Et pour ça, alors je vais avancer un peu parce que sinon ça va durer longtemps. Pour ça, il y a un système qui arrive, qui est bientôt là, qui s'appelle les paratrades. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir une parachain, c'est-à-dire au lieu d'avoir une blockchain pour un projet, vous pouvez avoir une blockchain pour plusieurs projets. Mieux que ça encore, vous pouvez en fait vous payer ce qui est utilisé. Vous avez un projet, il fonctionne pas bien ou au début du projet vous avez besoin de faire vos réglages, vous savez que ça va durer un certain temps, au début vous payez pas beaucoup puisque vous consommez pas beaucoup. Mais le jour où votre projet il va bien fonctionner et que vous allez commencer à monter en volume de transactions, etc., et là, le prix qui va être payé va augmenter et que donc, du coup, à ce moment-là, ils auront besoin d'avoir leur propre blockchain, c'est-à-dire une parachain et louer un slot pour cela. Mais vous voyez, on est encore au début. C'est-à-dire que pour avoir besoin de tout ça, il faut déjà que ça commence à développer et tout. Donc, en fait, on est encore au début de ces systèmes-là. Et là, je vous prends les systèmes qui sont existants, je les mets en corrélation avec ce qui se passe sur Polkadot, et vous voyez que en fait, le système d'évolution, il peut encore fonctionner longtemps, et même s'il y a de l'activité. Et ça, c'est des blockchains qui sont modifiables, forkless, etc. Et pour aller un petit peu plus loin dans le système, et là on arrive à la fin de la vidéo et à la fin de l'article, il explique que l'architecture de Polkadot est telle qu'une seule chaîne peut avoir plusieurs cœurs qui lui sont alloués simultanément. Ça veut dire que si vous avez une blockchain, n'importe laquelle, admettons Moonbeam, c'est un très gros succès, c'est le cas, c'est un bon succès, et que demain il y a une grosse communauté qui arrive, il y a du monde dessus, etc., et qu'ils ont besoin de beaucoup de flux, et en fait Polkadot va pouvoir allouer plusieurs cœurs sur cette blockchain-là parce qu'il y a un besoin, alors qu'il y a d'autres projets qui, eux, vont avoir très peu, voire même parfois pas de transaction, une ghost chain, et dans ce cas-là, celle-là, naturellement le protocole il va lui attribuer moins de données pour se focaliser là où il y a besoin de données. Donc les systèmes, ils sont efficients si vous voulez. Et ils peuvent multiplier le nombre de cœurs en fonction de la demande. Et à l'avenir, ils pourront même faire plusieurs relay chains, etc. Mais on n'en est pas là encore. On peut aussi imaginer que des parachains de court terme pourraient voir le jour. C'est-à-dire qu'il y a une parachain qui a eu un gros succès, un gros besoin, et on pourrait lui attribuer en urgence une deuxième parachain appelée parachain boost. Donc là, c'est la capacité des blockchains à augmenter leur débit pendant les fortes périodes de charge, un peu comme une autoroute qui s'élargit pendant les heures de pointe. Vous voyez, vous avez une 3 voies toute la journée, et à 18h, les gens rentrent du boulot, on multiplie, au lieu de mettre 3 voies, on en met 6. Et puis une fois que tout le monde est rentré chez eux, on enlève les 3 voies et on les range. Et du coup, ça permet d'avoir des consommations de données qui sont efficientes. Et ça, c'est inexistant, ça, c'est des choses qui sont natifs par nature sur Polkadot. On peut imaginer aussi des blockchains qui sont éphémères. C'est-à-dire que on sait qu'il va y avoir à un moment une utilisation importante, et on peut créer une blockchain ex nihilo, donc ad hoc, c'est-à-dire une blockchain pas ex nihilo, je modifie mon terme, on peut créer une blockchain ad hoc,
C'est-à-dire ad hoc, ça veut dire créer pour l'occasion. On crée une blockchain, elle est créée pour l'occasion, juste pour fluidifier le réseau. Et ça, c'est quelque chose qui est sous-exploré. Personne n'en parle. Et c'est possible. Mais parce que maintenant, avec ce type de technologie, on peut créer des blockchains en 30 minutes, 1 heure. Donc il y a plein de systèmes comme ça qui peuvent arriver. Et encore mieux, maintenant il peut y avoir un marché secondaire de block space. Exemple, Nono il demande une parachain sur Polkadot. Nono il développe un projet, le nouveau DEX, je vais accepter toutes les paires, etc., etc. Je fais un truc super bien, mais finalement je me rends compte qu'il y a très peu d'utilisation. Bah qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux revendre ma block space à d'autres acteurs qui eux en ont besoin. Par exemple, vous avez, je sais pas, je dis une bêtise, mais une solo chain Aleph 0 par exemple, qui ont un gros besoin. Bah moi, Nono, moi j'ai une blockchain, je te vends des données. Je te vends la capacité d'utilisation de ma blockchain. Et puis comme ça, il n'y a aucun gâchis. On renouvelle différemment et on peut s'échanger des capacités entre elles et en tant que revendeur. Ça, c'est quand même... on va loin dans la technologie. Et ça, c'est des choses que... On, enfin, on n'a jamais entendu ça dans l'écosystème. Ou alors dites-le moi si ça existe, parce que ça m'intéresse. En tout cas, on voit que les blockchains de demain, il y a encore plein de choses qui vont arriver. Et que ça risque, l'environnement multi-chain, c'est-à-dire avec toutes les blockchains, etc., ça risque fortement d'être utilisé en fonction de la demande. Ça va être un peu comme comment dire, à la demande du peer-to-peer. Par exemple, il y a une demande, hop, on met à disposition des capacités, du cloud, etc. Et ben là, on vient à des systèmes blockchain où on peut agir en fonction de l'offre et la demande. Et ça, c'est très intéressant. Écoutez, si ce que je vous ai expliqué vous a plu, je vous propose, je vous demande même, c'est une demande, pour les nouveaux, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Donnez-moi aussi votre avis parce que je me rends compte qu'on a une communauté qui est de très haut niveau. Alors ça déjà un grand merci parce que on part de loin. Au tout début c'était compliqué, je devais tout expliquer de A à Z. Et maintenant j'ai une communauté qui est meilleure que moi et j'en suis le plus heureux. Donc de ce que je viens de vous expliquer, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. 2, si vous y croyez, si vous pensez que ça peut être l'avenir. Et 3, comment vous voyez les choses. Ça m'intéresse. Sinon, on est dispo sur Twitter, Telegram, dispo en description les liens. Venez, on parle, on est dispo. Et sur Twitter. Et je vous dis ciao à la prochaine. Salut à tous.